Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la Chine. Vous avez tous vu cette vidéo où Trump était assis plus bas que le président chinois Xi, une humiliation en quelque sorte à la chinoise. Mais qu'est-ce que vous connaissez du système politique chinois? Alors aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans une histoire et je vais vous expliquer ce que c'est que le Kuomintang qui a créé la République chinoise et qui a créé le Parti communiste chinois. Et c'était pas si évident que la Chine devienne communiste. Et est-elle réellement communiste au sens où on l'entend, nous, ici, en Europe, ou est-elle plutôt pragmatique et sensée et dans une démarche politique très intéressante? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui et vous allez apprendre énormément de choses. Moi, j'en ai appris en étudiant ce dossier, car on connaît mal le système politique chinois en France, encore moins son histoire, les implications entre le Kuomintang, le Parti communiste, Mao, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Taïwan, la Chine aujourd'hui. La Chine moderne aujourd'hui avec Xi et la Chine qui vient de sortir des cartes graphiques avec un GPU 100% chinois. Donc voilà, ça va être extrêmement intéressant. Très bonne vidéo, à tout de suite. Chers camarades, mes amis, dans l'introduction, je vais vous expliquer que la Chine moderne n'est pas née d'une évolution linéaire, mais d'une rupture. On peut même dire une rupture cosmique, hein, puisque pendant des millénaires, l'empire du milieu, la Chine, a fonctionné sur un temps cyclique, légitimé par, entre guillemets, le mandat du ciel que recevait l'empereur. L'irruption de l'impérialisme occidental au début du 19e siècle, vous savez, ces fameux ports, hein, la guerre de l'opium, les Anglais, etc., mais aussi les Français, les Américains, hein, les Allemands. Donc l'impérialisme occidental qui arrive au 19e siècle a brisé ce cycle, forçant la Chine à entrer dans le temps tragique et matériel de la modernité. Je dis tragique pour eux à cette époque-là. Au centre de ce grand basculement se trouve un personnage fort intéressant, Sun Yat-sen, 1866-1925. Il n'est pas seulement le père de la nation, de la révolution chinoise, il est le sismographe et l'initiateur de cette métamorphose. Regardez un petit peu, je vous mets une image là, des mandarins de l'époque. Hein. C'était une société complètement sclérosée. C'était ce qu'il y avait en France avant la Révolution. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut faire des révolutions au moins une fois par siècle? C'est parce qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Il faut faire le grand ménage de printemps. Et ben c'est la même chose dans la condition humaine, dans les conditions humaines. La corruption arrive. Quand vous êtes dans une société, que ce soit la société chinoise avant la Révolution ou la société française avant la Révolution, alors je ne parle pas du grand Moyen-Âge avec Saint-Louis, etc. Je parle du copinage, de l'entre-soi, des collusions, des centres d'intérêt. Vous étiez un jeune avocat à la veille de la Révolution française, vous ne pouviez pas progresser dans la société. Ben, c'était pareil en Chine, tout était tenu par les mandarins, etc. etc. Donc, Sun Yat-sen n'est pas que le père de la nation, il est l'initiateur de cette métamorphose. Pour sauver la souveraineté chinoise, alors là, le cas particulier chinois, c'est qu'en plus, la dynastie en place n'était pas Han, n'était pas racialement chinoise, elle était mandchoue. Donc pour sauver la souveraineté chinoise, il a mobilisé des forces hétéroclites, et souvent antagonistes, intellectuels, idéalistes, agents impérialistes, pègres, les triades traditionnelles, les sociétés secrètes et le futur parti communiste. Le fil rouge qui a relié cette quête originelle à la hyperpuissance technologique de Xi Jinping aujourd'hui, c'est l'histoire d'une civilisation qui a absorbé le poison de la modernité au sens de René Guénon pour s'en faire un remède. Alors, on rentre dans la partie historique, histoire. Alors, l'action historique de Sun Yat-sen est celle d'un exilé perpétuel, tissant une toile pragmatique, réelle politique. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la vignette, hein, vous avez bien compris mon humour, à travers le monde pour abattre la dynastie Qing, qui est mandchoue, je le redis, perçue comme étrangère et décadente. Évidemment. Dans cette quête, il s'appuie d'abord sur les réseaux et services japonais. Il était très proche des Japonais, d'ailleurs il a été exilé au Japon
pendant la guerre des seigneurs. Il a même une fille japonaise, si je ne dis pas de bêtises, avec une femme japonaise. Donc le Japon, en pleine ascension nationaliste, on parle ici de mouvement nationaliste. Je répète, allez voir ma vidéo, le nationalisme, c'est une idée de gauche. Donc le Japon lui offre un sanctuaire. Sun s'allie avec les sociétés ultranationalistes de l'époque japonaises, comme la Société du Dragon Noir, promouvant un pan-asiatisme censé unir toute l'Asie, tous les pays, contre l'ogre occidental. Que cela soit l'ours russe ou le bulldog anglais, la Chine, à cette époque, est dans une époque de croisée de chemin, de choix vis-à-vis de sa destinée. En parallèle, son logiciel politique est profondément formaté par les intellectuels révolutionnaires français, évidemment. Plus que le modèle anglo-saxon, c'est l'esprit de 1789 qui l'inspire. Sun Yat-sen n'est pas communiste, et c'est un révolutionnaire nationaliste à tendance socialisante, c'est-à-dire pour le bien-être de son peuple, comme toutes, entre guillemets, les révolutions. Ces trois principes du peuple sont le nationalisme, la démocratie et le bien-être social. Alors, démocratie au sens chinois, on l'entend, sont une adaptation directe de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Ces liens avec le SFIO, Jean Jaurès, et son utilisation de l'Indochine française comme base arrière, parce que c'est vrai que même après, avec Chiang Kai-shek, ils se réfugieront en Indochine. Donc, base arrière pour ses instructions, etc., etc. Et c'est de ces bases arrières qu'il fera des insurrections contre plus tard les Japonais et plus tard les communistes quand lui sera déjà décédé. Il est très francophile. Sur le terrain concrètement, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée régulière, il y a des chefs de guerre, ce qu'on appelle les seigneurs de guerre. Et Sun Yat-sen n'a pas d'autre choix que de mobiliser les sociétés secrètes traditionnelles, comme les Hongmen. Le Hongmen, c'est une fraternité clandestine, internationale, ça ressemble un peu à une franc-maçonnerie chinoise. Et elles sont viscéralement anti-Manchu, anti-Qing, la dernière dynastie. Allez voir Le Dernier Empereur, c'est un très bon film au passage. Et ces sociétés, elles lui fournissent ses premiers soldats et des réseaux de financement via la diaspora internationale. Enfin, après la chute de l'Empire, le dernier empereur en 1911-1912, Sun Yat-sen transforme sa ligue révolutionnaire en un parti légal qui va s'appeler le Kuomintang. Et le Kuomintang, ça veut dire quoi? C'est Kuo, ça veut dire le pays, l'État, la nation. Min, c'est le peuple. Et Tang, c'est le parti. Donc c'est le parti du peuple. Et à ce moment-là, il crée son parti politique face au chaos des seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre, c'est quoi en quelques mots? C'est des chefs de guerre. La Chine est un pays totalement féodal à cette époque. C'est des chefs de guerre et qui se battent pour le pouvoir, tout simplement. Ils sentent qu'il y a quelque chose à gagner et il y a une guerre civile en réalité. Et Sun Yat-sen demande de l'aide au monde occidental, à la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et tout le monde s'en fout. On est à la veille de la Première Guerre mondiale et le seul pays qui va s'intéresser à son cas, c'est la Russie qui est devenue entre-temps l'URSS. D'accord ? Et il accepte l'idée du premier front uni, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes vont lui dire « c'est très bien, on va t'aider, on va te former, mais rapproche-toi d'un petit parti, là, d'un certain Mao, ils sont sympas, vous allez pouvoir travailler ensemble ». Bon, Sun Yat-sen, il dit pas oui, non, et il intègre au sein de son gouvernement, de son armée, les membres donc du très jeune parti communiste chinois, et c'est le début de la première cohabitation qui se révélera mortelle par la suite. Voilà, donc ça c'est un peu, si vous voulez, un brief. Dans un sens chronologique, donc les dates à retenir, c'est 1912, c'est Sun Yat-sen fonde la République de Chine, après l'abdication du dernier empereur. En 1921, le Parti communiste chinois est créé à Shanghai, soutenu par l'URSS évidemment, et certains espions qu'on va voir. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite la photo de Mikhail Borodine, qui était un espion russe, communiste, très influent en Chine.
Alors ensuite, donc en 1927, le Front uni démarre à la fin du régime, hein, à la fin de l'Empire, avec le Kuomintang intègre le jeune parti communiste, jusqu'en 1900. Alors en 1925, Sun Yat-sen décède, et c'est donc Chiang Kai-shek qui prend la relève, et lui, il est beaucoup plus à droite que lui. Et là, il rompt en 1927, il y a un massacre, il sent bien que Mao veut le pouvoir, hein, il n'est pas idiot, et là, en 1927, il y a un massacre sanglant entre les nationalistes du Kuomintang, de Chiang Kai-shek donc, et le Parti communiste. Et là, il y a une guerre civile qui se déclenche, d'accord? Et c'est après, vous savez, 34-35, la longue marche de Mao, il fait un retrait dans les campagnes, etc., pour se ressourcer. Mais entre-temps, il y a la Seconde Guerre mondiale. 37, c'est l'invasion japonaise, hein, 37-45. Et les Japonais vont faire que il y a le second front d'unification qui va avoir lieu entre Chiang Kai-shek et Mao, pour combattre les Japonais. Et là, Mao, il va être malin parce qu'il va laisser le Kuomintang, le Chiang Kai-shek, affronter frontalement les Japonais dans des guerres, on va dire, de haute intensité, alors que lui pratiquera la guérilla. Et en fait, c'est ce qui va détruire l'armée de Chiang Kai-shek. Hein, parce qu'ils vont se battre courageusement. Hein. Toutes les images d'archives que vous voyez des Chinois se battant contre les Japonais, c'est essentiellement Chiang Kai-shek. Alors là, je vais vous montrer un peu le drapeau de la République, la première République chinoise. Il est intéressant, hein, vous voyez, c'est un peu un drapeau arc-en-ciel. Le rouge, c'est la couleur des Han, donc le peuple majoritaire, hein, les Chinois. Le jaune, c'est les Mandchous, donc l'ancienne élite Qing. Le bleu, c'est les Mongols. Alors les Mandchous, ce ne sont pas ethniquement des Mongols, ils sont cousins, on va dire, mais c'est pas tout à fait le même peuple. Mais comme ils se sont unis souvent contre les Han, on les confond. Le blanc, c'est les Yui, c'est les minorités musulmanes, et le noir, c'est les peuples tibétains. Ensuite, le drapeau, à proprement parler, du Kuomintang, il est intéressant, hein, vous voyez sur la petite vignette, j'ai mis un petit peu. C'est le ciel bleu, le soleil blanc et les terres rouges. C'est le drapeau du Kuomintang initialement conçu par un ami de Sun Yat-sen, et qui a été retenu et qui est aujourd'hui le drapeau de Taïwan. Alors là, je vais faire une petite parenthèse avec Taïwan. Donc Taïwan n'a jamais quitté la Chine. Le Kuomintang, c'était aussi bien Mao que Sun Yat-sen. Il n'y avait pas de séparation. La séparation, elle s'est faite un peu plus tard pour des querelles d'ego entre Chiang Kai-shek et Mao. Mais en réalité, Taïwan a toujours fait partie de la Chine et va refaire partie de la Chine. C'est le Kuomintang qui a fait la révolution, qui a créé la République chinoise. Donc on peut dire ce qu'on veut, etc., mais en fait, c'est une seule entité. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de guerre et qu'il y aura une intégration via le Kuomintang qui est en train de reprendre le pouvoir à Taïwan. L'unification, ils vont s'unir contre l'ogre occidental une fois de plus, donc contre Trump en quelque sorte. Alors, maintenant, je rentre un petit peu dans la partie philosophique. Alors, d'un point de vue historique, l'œuvre de Sun Yat-sen a déclenché une série de mutations profondes et de scissions dans l'âme chinoise, même si elle ne s'est jamais transformée, elle est restée, mais tout de même. Les idéaux originels se sont incarnés, puis corrompus et transmutés. Comme toute chose, je vous le dis, hein, que ce soit Jefferson ou même un personnage très controversé, Robespierre, les deux disent la même chose. C'est-à-dire au bout de 30 ans, 50 ans, la corruption arrive et il faut faire une révolution. Alors révolution, on n'est pas obligé de tuer tout le monde, hein, mais comme en France aujourd'hui, vous voyez, le système est grippé, il n'y a plus d'ascenseur social. À partir du moment où il n'y a plus d'ascenseur social, la révolution est jamais très loin. Alors, la première scission entre Sun Yat-sen et Mao, les communistes, etc., elle est politique, elle s'incarne, pas dans ses filles biologiques, elles n'ont pas fait beaucoup de choses, mais dans la dynastie de ses belles-sœurs, les sœurs de sa femme, les sœurs Song. À sa mort, son travail, ce qu'il a créé va, comme souvent, quand c'est des hommes clés, va être fragmenté. Et ensuite, Sun Xin-lin, sa veuve, son épouse, devient la gardienne de l'orthodoxie, c'est-à-dire sociale, et elle va s'allier aux communistes, d'accord ? Donc sa femme va s'allier avec Mao, la fibre sociale est plus forte, alors que Sun
Mei Ling, l'épouse de Chiang Kai-shek, qui est son beau-frère, qui était son beau-frère, elle capte l'héritage nationaliste et eux vont s'orienter plus vers les Américains qui vont, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin réagir et armer les Chinois, mais aussi bien Mao. À l'époque, je vous dis, c'était un front uni contre les Japonais. Et donc, lui, il va s'orienter vers un capitalisme autoritaire, plutôt pro-occidental. Et ça, c'est une division réelle qui a eu lieu et une guerre qui en suivra. Et donc, Chiang Kai-shek, à la fin, perdra parce qu'il s'est épuisé contre les Japonais et il va être chassé par Mao et il va s'installer sur l'île de Formose, Taïwan. Ensuite, la deuxième mutation concerne les forces souterraines. Historiquement, les sociétés secrètes possédaient un vernis spirituel, initiatique. C'était des ordres un peu chevaleresques, des choses comme ça. Mais c'est très rapidement transformé en triade, c'est-à-dire en système mafieux. À la chute de l'Empire, ils n'ont plus réellement d'existence spirituelle parce qu'en fait, ils étaient une lutte à mort contre les Mandchous. Et il y a une évolution qui va se faire avec le Kuomintang qui va s'en servir et qui va un peu leur dire, et plus tard Chiang Kai-shek qui va les former politiquement contre les communistes, d'accord ? Et entre-temps, des sociétés, des triades comme la 14K, qui est créée en 1945 par un général du Kuomintang, va passer d'un outil révolutionnaire de résistance, d'une fraternité, à un système purement mafieux, violent, matérialiste, au service du narcotrafic et aujourd'hui des scam centers. Dans la partie politique, je vais vous mettre une vidéo, une séquence, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Et qui se sont plutôt alliés au capitalisme. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, c'est ce que les mafias, les triades, les systèmes mafieux ne rêvent que d'une seule chose, c'est qu'il n'y ait plus d'État. Et que ce soit eux l'État, évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est une autre scission. Et la troisième mutation est celle du rapport à la technique. En 1919, Sun Yat-sen théorise le développement industriel de la Chine future. En fait, c'est lui qui a créé la Chine d'aujourd'hui, en réalité. Il introduit le virus faustien du quantitatif, du modernisme. Mao Tse-tung le reprendra. Ça sera la phase de destruction dite par le feu, l'anéantissement des freins confucéens. C'est la révolution dans la révolution. En 1978, les 4 modernisations, et Deng Xiaoping ne sera en réalité à l'ouverture de la Chine, après la tragédie du Petit Livre Rouge et de la Révolution culturelle. Deng Xiaoping, qui va ouvrir la Chine, n'est que l'exécuteur testamentaire de Sun Yat-sen, il va rentrer dans la réelle politique que la Chine en réalité n'a jamais quitté, sauf parenthèse un peu folle du Petit Livre Rouge et de la Révolution culturelle, et il va continuer le rêve de Sun, c'est-à-dire purger la révolution de son romantisme pour embrasser purement une puissance par la technique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut quand même comprendre ce qui s'est passé entre Trump et Xi. À la dernière minute, le fondateur de Nvidia est mis dans les bagages et ils se font envoyer chier par les Chinois, on peut le dire, qui ont développé leur propre système de cartes graphiques. Et ça, c'est une révolution. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous allez en entendre parler beaucoup. Je rentre dans la politique. Alors, cette longue maturation politique et philosophique trouve son aboutissement géopolitique contemporain aujourd'hui, la réunion entre Xi et Trump, lorsque la Chine populaire initie sa remontée en puissance. Elle s'appuie d'abord sur l'empire invisible forgé du temps de Sun Yat-sen, la diaspora chinoise, les sociétés secrètes qui se transforment en triades, triades qui seront, là je vais vous faire la parenthèse, utilisées par Deng Xiaoping, et aujourd'hui encore, enfin plus maintenant, Xi s'en est détaché, parce qu'il en a fait le tour, il n'a plus besoin en réalité. Mais Deng Xiaoping, quand il ouvre la Chine, il en a besoin. Il a besoin de la diaspora chinoise. Et quelle est la meilleure diaspora chinoise, si ce n'est les triades créées par le général du Kuomintang, comme le K14, quand les nationalistes, entre guillemets, sont chassés de Chine, les triades, en fait, s'installent à Hong Kong, Macao, et ainsi de suite, ou dans les pays un petit peu où il y a la diaspora chinoise, Singapour, le Cambodge, Thaïlande, beaucoup, la Thaïlande, Birmanie, etc.
Et là, je vais vous raconter une histoire totalement réelle. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un petit passage après de vidéo. Moi, je l'ai vécu ici au Cambodge, avec les fameux scam centers, etc. Alors, à l'époque, c'était le début. Et en fait, la K14, un des chefs de cette pègre, arrive après les Portugais. Macao était portugais, ils l'ont mis en prison, il a fait ses 14 ans de prison, il sort, il vient au Cambodge. Et là, il avait eu le temps de maturer un plan diabolique. Et c'est là où vous dites, en fait, c'est des escrocs. Mais en réalité, je suis assez admiratif, parce que c'est quand même des gens intelligents et qui ont un sacré culot. Donc il vient ici, et il crée, via cette société fraternelle Hungmen, hein, il crée le Hungmen Phnom Penh, Cambodge, hein, et là tous les grands, en fait, tous les grands pontes, les grands oknyas, ce qu'on appelle les princes, les lords, enfin tous les dignitaires du Cambodge, trouvent ça super, se rapprochent de lui, c'est génial, et le gars crée une crypto-monnaie qui devait servir pour les casinos, etc. Entre-temps aussi, il fait une arnaque là où j'allais faire mon sport, donc un des plus grands hôtels de Phnom Penh, et c'est l'arnaque des 30%, vous savez, l'arnaque des 30%, c'est, vous avez un groupement qui vient, qui dit, nous on va s'occuper du marketing, on va faire la crypto, tout ça, ton hôtel il va être relancé, et toi, tu fais tous les travaux, tu fais le casino, etc. Mais entre-temps, on met tous 30% sur un compte bloqué, qui est à la main du mafieux. Hein. Donc ils mettent tout le monde de l'argent, eux ils mettent pas d'argent, mais c'est surtout l'autre qui met les 30%. On parle de grosses sommes d'argent. Hein. Et après, ils coulent le tiers, l'hôtel ou la communauté de communes en France, hein, avec les aéroports, hein, vous savez, à Toulouse, hein, par exemple, hein, étudiez ça. Bon, bref. Moi, j'ai vu l'hôtel faire faillite de mes propres yeux, petit à petit, en faisant des travaux totalement délirants. Moi, j'allais faire mon sport. Je me suis une petite salle de sport assez modeste, mais bon, très bien. Et on m'expliquait que mon abonnement allait se terminer et que la salle de sport qui allait être agrandie, genre 1000 mètres carrés, un truc hyper moderne, elle allait coûter $8000 par an. Bon, donc moi j'ai dit salut, hein, je m'en vais, c'est sympa, bonne chance. Et en fait, l'hôtel a fait faillite. Et l'escroc, hein, le chef de la K14, a tout simplement pris tout l'argent qui avait été mis en commun et se barre avec. Et la crypto, que je vais vous mettre après la petite vidéo, c'est pareil, en fait, il crée une crypto pour les casinos, tout ça, etc. Et tout le monde met de l'argent et il fait une levée, hein, quand vous lancez une monnaie, un token, une monnaie, vous faites une levée initiale, hein, vous créez 1000 jetons, etc. Et dans cette soirée à l'hôtel, regardez, je vous mets la vidéo. Bon, là vous avez vu un peu l'ambiance, eh bien, il l'aurait levé, parce que les gens achètent, hein, cette crypto, c'est les premiers, hein, donc les premiers ont les meilleures sommes, les premiers ont un prix préférentiel, évidemment. Il aurait levé $1 million, et qu'est-ce qu'il fait? Après, il se casse, et là il serait aujourd'hui en Birmanie qui est un centre mafieux international, Thaïlande, Birmanie, Chine, voilà. Alors, regardez, là je vous mets juste pour info un avis de recherche du FBI sur un scam center en Birmanie. Voilà, 10 millions de dollars à la clé. Si vous avez des infos, vous pouvez envoyer un email. Aujourd'hui, il faut être honnête, Xi Jinping a mis le holà, a mis fin à ces trafics qui ont totalement explosé dans toute la région ici, hein, au Cambodge, Thaïlande, Birmanie, partout. Les triades sont maintenant un petit peu tricards, c'est fini. En Chine, ils ont exécuté plus de 100 personnes, des généraux ont été démis, etc. Donc il y a une grosse purge, mais qui est aussi politique, hein, mais aussi contre ces systèmes mafieux que Deng Xiaoping avait dû utiliser à l'ouverture de la Chine. Hein. D'accord ? Donc en fait, ces sociétés secrètes, elles avaient une sorte de vernis spirituel et initiatique à l'époque, hein, mais elles se sont transformées dans des systèmes purement mafieux. Et ensuite, il y a eu une fusion, hein, comme je vous disais, entre ces principes
de solidarité, route de la soie, société de développement de la Chine, etc. Et jusqu'à la technologie aujourd'hui, qui est on va dire, qui est devenu une sorte de capitalisme de surveillance. Hein. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, la Chine n'a plus besoin de ces systèmes de mafieux. Ils n'en veulent plus. Ils sont en train de nettoyer tout cela. Alors, je reprends. Lorsque la Chine a initialisé sa remontée en puissance, elle s'est appuyée d'abord sur l'empire invisible, forgé du temps, hein, la diaspora chinoise, comme je vous l'ai dit, etc., société secrète, les nouvelles routes de la soie, ces réseaux informels, parfois criminels, parfois utilisés par les services secrets, passés mélangés, blanchiment d'argent, etc. On va dire des facilitateurs gris, zones grises. Hein. Ils ont corrompu les élites du Cambodge, de Thaïlande, de Birmanie. Ils ont créé des corridors commerciaux de blanchiment d'argent, de capitaux, des crypto-monnaies, etc., etc. Et maintenant, ils vont, comme on nettoie ici maintenant en Asie du Sud-Est, où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien en Afrique. Ça commence déjà à Madagascar et ainsi de suite, vous allez voir. Donc voilà. Mais Xi Jinping, comme je le disais tout à l'heure, maintenant a marqué un tournant, il n'a plus besoin de ça. Il a une technologie de pointe. La Chine construit des satellites quantiques, des avions, des cartes graphiques, des voitures. Il y a plus de 100 marques de voitures chinoises que vous allez voir déferler sur l'Europe. Et c'est plus du tout du bas de gamme, c'est du haut de gamme, c'est qualitatif, de haute technologie, c'est de la R&D. Moi, je travaille beaucoup avec des fournisseurs chinois ici. La Chine est un pays riche aujourd'hui. Hein, maintenant, ils partent en vacances et ils veulent avoir du bon temps. En fait, ils prennent les mauvais côtés de l'Occident, hein, tout en gardant les mauvais côtés de la Chine. Donc ça, c'est peut-être un point de rupture à étudier dans les décennies à venir. Mais bon, voilà. Donc en fait, Xi Jinping aujourd'hui nettoie, il liquide l'outil organique et chaotique des triades, il n'en a plus besoin. Hein. Maintenant, c'est le parti-État absorbe tout, la coercition, c'est fini, il a tout nettoyé. Voilà. C'est fort de cet appareil d'État centralisé. Effectivement, ça reste toujours un État centralisé, mais comme la Russie, il n'y a jamais eu de démocratie. La démocratie, c'est réservé aux petits pays nordiques de la Hollande, la Suède, le Danemark et encore. Hein, la France, c'est pas vraiment démocratique, hein, malgré ce qu'on dit. Donc en fait, c'est fort de cet appareil d'État centralisé que Xi Jinping, avec son hyper-technologie, fait le dernier changement de la Chine aujourd'hui, symbolisé, je vous remets la photo, par ce face-à-face avec Donald Trump. Cette rencontre historique signe le basculement feutré de l'ordre du monde. Ça ne va pas se faire en 2 secondes, évidemment, mais on y va doucement. La fin de l'illusion universaliste occidentale face à une Amérique qui se replie. Et l'affirmation d'une Chine qui s'assume comme un état de civilisation porteur d'un mondialisme alternatif, et non pas par la guerre, parce que les Chinois sont plus subtils, mais par une dépendance technologique, hein, qui est aussi une sorte de guerre, évidemment, puisque une fois que vous êtes dépendant, eh bien, vous ne pouvez plus vous libérer. Je rentre dans la conclusion. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le monde est en train de changer sous nos yeux. La consolidation du pouvoir de Xi Jinping, parce que là, il a les pleins pouvoirs maintenant. Hein. Je pense pas qu'on puisse il va rester empereur à vie, hein, il me semble. Hein. Après, bon, j'ai pas non plus les services secrets chinois me contactent pas hein, pour m'expliquer, mais bon, du peu que je peux voir, ça ressemble à ça. Donc Xi a pris tous les pouvoirs, il a viré la pègre qui devenait trop puissante. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Un État dans l'État, ça ne fonctionne pas. C'est pas non plus une simple dérive autoritaire comme on peut le caricaturer de France, hein, avec le permis du bon citoyen, etc., le truc à points, etc. Non, c'est plus complexe que ça. C'est l'aboutissement de ce qu'a démarré Sun Yat-sen en 1912. D'accord ? Là, on est dans l'aboutissement technologique, politique, civilisationnel de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen avait compris que pour vaincre la modernité occidentale, la Chine devait en adopter les armes matérielles et conceptuelles. Pendant un siècle, à travers le sang des guerres civiles, la folie idéologique maoïste, le petit livre rouge, le pragmatisme cynique de Deng Xiaoping qui ouvre la Chine mais qui fait alliance avec les triades, et donc les bases œuvres des triades pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui au Cambodge, les Scam Center, qui est une folie, mais qui s'arrête. La Chine a absorbé ce choc, et elle a tenu. Aujourd'hui, l'empire du milieu est techniquement achevé, en éliminant les réseaux criminels en ce moment même, et en pacifiant l'espace par l'algorithme.
en pacifiant la Chine et tous les pays qui vont bien vouloir s'y agglomérer, Xi Jinping cherche à restaurer le mandat du ciel sous une forme numérique, numérisée, on peut dire. Hein, c'est un syncrétisme. Le syncrétisme est accompli. Hein, la machinerie, la technologie prométhéenne de l'Occident est désormais asservie pour la Chine, par la Chine, à la permanence civilisationnelle chinoise. L'ordre du monde n'a pas seulement basculé, il a changé de nature. Si vous arrivez à comprendre ça, les choses vont devenir très claires pour vous. Et vous allez comprendre qu'un pays comme la France, qui est ni communiste, ni capitaliste, enfin devrait normalement être cette troisième voie que De Gaulle avait initiée, la France devrait pouvoir se protéger de la Chine aussi bien qu'elle doit se protéger des États-Unis et proposer des alternatives. Et d'ailleurs, la Chine nous aime pour ça. Parce qu'on tient tête, on est indépendant. On n'est pas un pays anglais, esclave de son cousin américain. Nous sommes normalement indépendants, forts et suffisamment forts, et d'un point de vue technologique, mais là, on est en train de s'endormir. Il faut se réveiller là très vite, très vite, très vite, très vite. Et ça, les Chinois l'apprécient, l'aiment et le respectent. Les Chinois respectent pas la force brute à la Trump, qui est idiot, c'est mafieux, il faut être un peu plus subtil, hein, même s'il faut une force brute par moment. Hein, mais les Chinois respectent la force l'intelligence dans la force, hein, ce qu'était la France avec De Gaulle. Donc voilà mes amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, début de journée, et je vous dis à bon entendeur, salut.